Merci beaucoup, professeur. Je voudrais commencer par féliciter le CRES pour ce colloque avec des sujets si innovants qu'il porte à notre attention, qu'on vit toujours, mais on ne fait pas attention. Et c'est ça le rôle de la recherche, il me semble. Et me réjouir d'être avec vous cet après-midi, tout en regrettant de n'avoir pas été là ce matin par confusion d'agenda sur un sujet que j'aimerais mieux traiter que celui qu'on a en face actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je m'avais demandé l'indulgence des professeurs d'université que vous êtes, si jamais je n'étais pas sur le bon chemin concernant le travail qui nous est demandé. Donc, pour ce panel, je pense qu'on va commencer de droite à gauche ou de gauche à droite. Je vais commencer par la droite pour la présentation très rapidement des éminentes personnes que nous avons en face et nous dérouler les fruits des recherches qu'ils ont eu à obtenir sur le problème de garde des enfants. Je pense que chacun de nous a eu à fréquenter une garderie d'enfants ou à emmener ses propres enfants dans une garderie sans jamais penser qu'on devait arriver à une réflexion globalisante de la nouvelle situation dans laquelle on se trouve, la professionnalisation des femmes qui ne sont plus au foyer, heureusement d'ailleurs, et qui ont besoin en même temps de veiller sur la sécurité, les soins et l'alimentation de leurs enfants. D'où la nécessité en même temps de professionnaliser, de généraliser la garde des enfants, qu'elle s'appelle garderie, jardin ou ce qu'on veut. Je pense que Fatou, merci beaucoup de prolonger la réflexion de Sali. On en a déjà parlé à Sali lors d'une réunion de la CEDEAO pour dire qu'il était temps de regarder comment on peut structurer les milieux professionnels dans lesquels on se trouve. Pourquoi pas aménager des espaces de garderie qui mettraient en sécurité et l'enfant et qui tranquilliseraient aussi la maman qui est au travail. Évidemment, ce n'est pas une réflexion achevée, mais le fait de le poser est déjà extrêmement important pour attirer l'attention des acteurs, mais surtout des décideurs. Si aujourd'hui je suis directrice d'une grande banque, employant plusieurs jeunes femmes en âge de procréation, je pense que ce n'est pas trop demandé que de demander un espace aménagé avec quelques personnes pour surveiller les enfants, qu'on en arrive là, ça ne leur coûte rien. Même si on fait les calculs au niveau du RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise, et ça nous fait penser que la société doit changer sa façon les règles sociales. C'est fait par des hommes qui nous ont précédés, c'est vrai, mais on doit les aménager en fonction de l'écosystème dans lequel on se trouve, mais aussi du contexte et des situations dans lesquelles nous vivons. Cela m'amène à donner la parole à monsieur le professeur. De droite, je passe par la droite pour aller vers la gauche. Allez-y. Merci. Oui. Désolé pour la présentation des panélistes. Donc, présentez-vous. Oui, vous devez vous présenter pour nous aider à gagner du temps. Merci beaucoup. Allô? Bon, moi, c'est Machoud. Je suis statisticien au CRES. Et donc, je suis là pour présenter le résultat de mon étude normale sur les services de garde. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Guntieni Damien Lankwande. Donc, je suis chercheur au grade et secrétaire exécutif. Et je suis par ailleurs enseignant en économie à l'université Norvège Zongo de Koutoukou. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci.
Et madame, à gauche, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, c'est Dr Josiane Kenyé. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Cheikh Anta Diop dans la cohorte du programme 100 femmes docteurs financé par le CRDI, que je remercie au passage. Et je travaille sur les questions de changement climatique, de sécurité alimentaire et d'éducation qui s'étendent du préscolaire au cycle universitaire. Merci. Merci beaucoup, Josiane, d'être là. Bonsoir à tous. Moi, c'est Béchou Isabelle Épouse-Ndri, docteur en économie, chercheur à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC. Par ailleurs, enseignant-chercheur également à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. J'ai pour centre d'intérêt la question d'analyse genre, tout ce qui est relatif à la pauvreté et également les questions d'évaluation d'impact. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci également au FOEFAO, à ses partenaires, de nous donner l'occasion de présenter les résultats de nos travaux de recherche que nous avons menés dans le cadre du projet GROW financé par le CRDI et sur la thématique de la classe moyenne féminine et la demande des services de garde d'enfants. Projet réalisé par le laboratoire de recherche sur les institutions et la croissance en collaboration avec l'université Amadou Matambao. Dans ce projet, il y avait plusieurs axes thématiques, parmi lesquels celui sur les déterminants de la demande des services de garde d'enfants dans les ménages de la classe moyenne féminine dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce travail a été mené par le professeur Clément Kouakou de la Côte d'Ivoire, le docteur Mathilde Enouga, le docteur Moussa Tchao et moi-même. En effet, comment ça se passe? L'amélioration des trajectoires de croissance observées dans les pays de l'Afrique de l'Ouest semble induire l'essor d'une classe moyenne. Classe moyenne présentée par Benedi et Duflo comme étant l'ensemble d'individus ou de ménages compris entre la population pauvre et la couche aisée minoritaire. Cependant, l'émergence de cette classe intermédiaire entre les riches et les pauvres trouve une explication dans le fait que les femmes autrefois exerçaient exclusivement du travail non rémunéré et que de plus en plus ces femmes rentrent dans le marché du travail et ont désormais un salaire qui leur permet de faire bouger, de faire naître d'abord et faire bouger la classe moyenne. La participation des femmes au marché du travail peut donc avoir des effets d'entraînement sur la demande de certains biens et services, modifiant ainsi les structures de consommation des ménages. Malheureusement, la participation de ces femmes au marché du travail, comme on l'a montré depuis hier et avec les présentations précédentes, se heurte très souvent à des problèmes de disponibilité et de qualité de certains services. Dans cette optique, le recours aux services de garde trouve une place de choix, non seulement pour l'éducation des enfants, mais aussi pour faciliter l'accès des femmes au marché du travail et leur mobilité, tout en reliant la vie professionnelle et la vie de famille. De ce fait, la question de ce travail était donc de savoir quels sont les déterminants de la demande de services de garde d'enfants dans les ménages de la classe moyenne dans les 4 pays. Donc, l'objectif général étant donc d'identifier les déterminants de la demande des services de garde d'enfants de la classe moyenne dans les 4 pays, plus précisément d'identifier les déterminants du choix du type de service de garde. Parce que lorsqu'on parle de service de garde, il y a plusieurs types de services de garde, allant de la garde familiale pour ceux qui ont des grands-parents à la maison, jusqu'à la garde formelle, la garde informelle et même la garde communautaire. Donc le second sous-objectif était celui de mesurer la sensibilité de la consommation des services de garde par rapport aux revenus d'abord et par la suite par rapport au coût des services de garde. Nous avons, pour le faire,
mené une enquête au courant de l'année 2022 dans les capitales des 4 pays. Une enquête d'abord au niveau des ménages pour collecter les données en termes des attentes et des disponibilités des ménages. Par la suite, nous avons mené une enquête dans les services de garde pour avoir un ensemble d'informations qui nous permettent d'identifier le meilleur choix des services de garde. Donc, pour identifier les déterminants du choix des services de garde, nous avons appliqué le modèle de logique multinomiale avec la fonction d'utilité d'un choix de service J pour le ménage I, à partir comme vous voyez dans l'équation 1, à partir de laquelle nous avons présenté la probabilité du choix d'un type de service de garde parmi tant d'autres. En ce qui concerne la mesure de la sensibilité de la demande de service de garde, nous nous sommes servis du modèle AIDS dans lequel le WI représente les coefficients budgétaires consacrés aux biens. Ici, par sensibilité, dans le domaine académique, on entend généralement l'élasticité, c'est-à-dire comment est-ce que la demande des services de garde évolue ou se modifie lorsque le revenu augmente ou diminue. Il va de même lorsque le prix augmente ou diminue. Donc, pour nos estimations, nous avons un ensemble de variables parmi lesquelles les dépenses de consommation du ménage, le revenu, les prix des différents types de services de garde, la préférence en matière de services de garde d'enfants, les dépenses liées au confiage des enfants, la satisfaction des services de garde, des services offerts par les garderies, entre autres. En guise de résultat, nous avons trouvé que, en ce qui concerne les principaux déterminants du choix du type de service de garde, les coûts de service, le revenu du ménage, la distance du domicile à la garderie, la qualité de l'enseignement et l'accueil accordé aux enfants expliquent le choix du type de service de garde que les parents ou les ménages de la classe moyenne effectuent. Autrement, le risque relatif de choisir une crèche ou une maternelle est de 1,90% pour les ménages qui penchent pour les garderies qui sont proches de leur maison comparativement à ceux dont ce n'est pas le cas. Aussi, en termes de satisfaction, le risque relatif de choisir une crèche ou une maternelle est de 2,68% pour les ménages qui sont satisfaits de l'accueil des enfants dans les garderies contre ceux qui ne le sont pas. En ce qui concerne la mesure de la sensibilité de la demande des services de garde, on a trouvé que dans les 4 pays, lorsque le revenu augmente, lorsque le revenu des ménages de la classe moyenne augmente, cela se traduit par l'augmentation de la demande des services de garde. Comme vous pouvez observer dans le tableau, on observe une variation plus que proportionnelle à celle du revenu. Par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire plutôt, la demande de la crèche augmente de 1,062 lorsque le revenu des ménages de la classe moyenne féminine augmente. Au Sénégal, la demande des services de crèche augmente de 1,033 lorsque le revenu des ménages de la classe moyenne féminine augmente. En ce qui concerne le Burkina Faso, cette augmentation représente plutôt l'augmentation de la demande des garderies informelles. En guise de troisième résultat, on a également noté que dans l'ensemble des pays, et plus particulièrement au Sénégal, une augmentation du prix de services de garde d'enfants entraîne une diminution de la demande des services de garde, ce qui obéit à ce qu'on appelle en sciences économiques à la loi de l'offre et de la demande. Mais on observe qu'en ce qui concerne les crèches, une augmentation d'1% du coût des services de crèche accroît la demande des garderies de 1,135. Ce qui peut donc expliquer ce résultat, c'est l'effet de snobisme que les ménages paieront. C'est parce que l'effet que les ménages paieront la garde de leurs enfants en crèche. En d'autres termes, c'est l'effet d'imitation mis en exergue dans les travaux de James Dusenberry dans une des explications de la fonction de consommation. En termes de message, nous avons comme premier message que parmi les déterminants
du choix du type de service de garde, on a le coût du service, le revenu du ménage, la distance de la garderie par rapport au domicile, la qualité de l'enseignement dans la garderie et l'accueil réservé aux enfants. Thème de deuxième résultat, on va dire que la demande des services de garde s'accroît lorsque le revenu des ménages de la classe moyenne augmente. En termes de troisième résultat, lorsque le prix ou le coût de services de garde augmente, la demande de la garderie diminue, à quelques exceptions près pour le cas du Sénégal. Donc, après ces résultats, on peut faire des recommandations de politique économique qui peuvent être appliquées tant par l'État que par le secteur privé formel et pourquoi pas les deux. À l'État, on peut proposer de mettre en place des capacités institutionnelles et budgétaires indispensables pour rendre les services de garde d'enfants abordables. Cela peut passer par la proposition d'une forme d'aide financière, ça peut être une subvention, une allocation remboursement ou des dons ponctuels pour l'utilisation des services de garde d'enfants. Il pourrait de plus fournir des garanties d'accès et proposer des inscriptions prioritaires pour des enfants dont les parents travaillent dans certaines entreprises. À l'endroit du privé formel, ce serait par exemple de prendre l'initiative des services ou des centres de garde de proximité en milieu du travail pour les mères qui travaillent dans ces entreprises-là. En ce qui concerne les deux parties, c'est-à-dire le privé formel et l'État, on pourrait verser des aides aux prestataires de services de garde en règle et aussi accorder des avantages fiscaux aux prestataires de services de garde ainsi qu'aux parents. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Joséphine. Je pense que les livrables sont extrêmement précis et approfondis du point de vue du nombre de critères qui ont été interrogés. Et ça nous fait penser qu'il y a des similitudes entre les 4 pays que vous avez eu à analyser. Et je pense que c'est exactement ce qu'on pensait, parce que c'est jusqu'à présent, les problèmes de garde d'enfants continuent à être un luxe dans certaines zones. Je pense qu'on pourra après réfléchir sur le niveau rural, le monde rural, le niveau communautaire, comment l'écosystème communautaire vit avec la garde des enfants. Parce que s'il y a des femmes qui travaillent beaucoup plus, au point qu'on se souvient de l'adage qui disait que la femme, si elle ne travaille pas, elle est en travail, c'est bien dans le monde rural que ça se passe. Et c'est là-bas justement qu'on voudrait faire en sorte que des interventions puissent diminuer le temps de travail, la pauvreté en temps. C'est là-bas que ça se passe aussi, qu'on ait des analyses dans les milieux ruraux pour pouvoir améliorer leur situation et leurs conditions de vie. Joséphine, c'est extrêmement brillant comme étude et on vous félicite pour ça. Et ça nous encourage, nous qui pensons que les femmes devraient prendre la chose. Et voilà que véritablement nous avons la preuve et on vous encourage à ce niveau. Maintenant, nous allons donner la parole à Pécho pour ses éclairages. Je pense qu'elle ne dépassera pas les 10 minutes de Joséphine. Ce sera très gentil. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, pour la parole donnée. Avant tout propos, je voudrais dire merci au CRES pour l'invitation de la CAPEC à participer à ce colloque et également dire merci au CRDI parce que les résultats que nous allons vous présenter ici ont pu être possibles grâce au financement justement du CRDI dans le cadre d'un projet qui a été conduit avec le GRAD du Burkina. Et ce projet portait sur l'impact des services socio-éducatifs de prise en charge de la petite enfance
sur des communautés défavorisées, sur l'autonomisation justement des femmes. Et à l'issue de cette étude, il y a eu plusieurs résultats et il nous a semblé correct de vous présenter ce résultat, l'un de ces résultats issus de ce travail. Alors, j'ai la charge de vous présenter justement un résultat que nous avons pu obtenir sur l'impact des programmes communautaires. Et tout à l'heure, la présidente était en train de nous dire, de voir aussi le volet rural. Et justement, cette étude viendra pour présenter les résultats que nous avons également pu obtenir de ce côté. Alors, quel est le constat? Ce résultat présente la situation en Côte d'Ivoire. Et depuis hier, on parle de la faible implication des femmes dans le tissu économique. Et en Côte d'Ivoire, cette situation est également observée. On voit que 46% des femmes de plus de 15 ans participent au marché du travail, pendant qu'au niveau des hommes, nous avons près de 65%. Et également, nous voyons qu'il y a une sous-représentativité des femmes en matière d'emploi salarié, 15% contre 30% chez les hommes. Au niveau également de cette disparité, cet écart est encore plus important en Côte d'Ivoire, en milieu rural, en milieu urbain qu'en milieu rural. Et tout ceci est amplifié par les travaux domestiques. Et selon une étude de l'OCDE en 2022, les femmes consacrent en moyenne 5 heures de temps pour les tâches domestiques, pendant que les hommes y consacrent seulement 1,3 heures de temps. Alors, cette charge disproportionnée des travaux emmène les femmes à chercher des activités un peu plus flexibles, ce qui montre leur surreprésentativité dans le secteur informel ou dans les secteurs où les emplois qu'on qualifie de statut inférieur. Donc, à partir de ce constat, l'étude a voulu se fonder sur un modèle, le modèle de la production domestique, pour essayer de justifier ce que nous avons voulu faire et quelles méthodes on a voulu utiliser pour essayer de voir un peu comment est-ce que cette charge d'activité domestique pouvait être réduite au niveau des femmes. Pas supprimée, mais plutôt réduite. Alors, le modèle sur lequel nous sommes basés est le modèle de, comme on l'a dit, de production domestique qui dit quoi? On dit la garde d'enfants est une activité à forte intensité de temps non productive en termes de revenus. Alors, qu'est-ce que ce modèle émet? C'est qu'on dit, si on augmente la valeur de temps d'une mère, le temps dont elle dispose, qu'est-ce que cela pourrait faire? Ça va inciter cette femme à participer au marché du travail. Alors, si elle participe au marché du travail, qu'est-ce qui va se passer? Ça va amener à réduire le temps consacré aux travaux domestiques. Mais pour réussir à réduire ce temps, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher de l'aide, justement, pour qu'elle puisse justement baisser ce temps. La femme est confrontée à deux situations. Elle doit faire un arbitrage. Soit elle décide de renoncer à occuper une occupation rémunérée sur le marché du travail, soit elle veut être sur ce marché, mais en utilisant, comme on l'a dit, les services de l'aide. Et une solution, justement, c'est les services de garde d'enfants. Et comme nous sommes en train de le dire depuis. Et dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de travailler sur les centres d'action communautaire pour l'enfance, qui est une initiative du ministère de la Femme et de l'Enfant en Côte d'Ivoire, et que nous profitons de l'occasion pour dire merci véritablement au ministère qui nous a vraiment soutenus dans cette étude. Nous avons bien présenté ce décor. Il revient que si on aide les femmes et qu'on les aide à prendre en charge les enfants, elles pourront véritablement être plus autonomes, mais il n'y a pas de preuves, en Afrique en tout cas. Il y a beaucoup d'études qui montrent cela dans les pays industrialisés, mais cependant en Afrique, ce n'est pas le cas. Et donc la Côte d'Ivoire, à travers cette étude justement, se veut de pouvoir mettre cette preuve.
L'objectif que nous visons justement, c'est d'évaluer l'impact de ces services de garde d'enfants sur l'autonomisation des femmes, sur leur participation au marché du travail. Et 3 variables nous intéressent dans ce cadre. C'est véritablement le temps de travail accordé aux travaux non domestiques et le temps de travail rémunéré, et voir l'impact sur le temps de travail rémunéré, et également voir l'impact sur les revenus tirés des activités génératrices de revenus que ces femmes mènent justement. Puisque l'objectif, c'est on réduit le temps de travail pour permettre le temps de travail non domestique pour permettre aux femmes d'être plus actives sur le marché du travail. Mais pour arriver à cela, nous avons justement mené l'étude à porter avec 2 volets, un volet quantitatif et un volet qualitatif. Et cela nous a permis vraiment de bien baliser le secteur. Pour le volet quantitatif, qui a fait l'objet justement de l'étude, nous avons utilisé un modèle, une quasi-expérimentation, parce qu'il était important pour nous de comparer les femmes qui ont accès aux services de CACE à celles qui n'y ont pas accès. Et on s'est dit la meilleure manière de pouvoir évaluer l'impact, puisque nous ne pouvons pas faire d'expérimentation, était de faire une quasi-expérimentation qui veut dire quoi? Il s'agissait de prendre des femmes qui ont les mêmes caractéristiques que celles qui vont vers les CACE, les services de garde d'enfants, mais qui n'y ont pas accès. Et qu'est-ce que nous avons fait pour le choix de ces femmes? C'est que nous avons pris des communautés où les CACE étaient installés et nous avons pris des localités, des villages qui étaient à 15 km justement de ces localités pour nous permettre d'être sûrs que les personnes que nous allons enquêter, les femmes que nous allons prendre sont susceptibles de ne pas pouvoir avoir accès à ces CACE. Alors, la collecte de données s'est déroulée du 19 septembre 2022 au 31 octobre 2022 dans 5 régions. Et pour finir, nous avons pu obtenir 1235 ménages, dont 390 bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui ont des enfants dans les CACE, et 845 que nous avons considérés comme le groupe de contrôle, c'est-à-dire étant dans les villages à 15 km des localités où il y avait les CACE. Alors, avant de vous présenter justement ces résultats d'évaluation d'impact, et nous avons utilisé justement le modèle d'appariement sur score de propension, mais nous ne sommes pas arrêtés là, vu les limites de ce modèle. Nous avons utilisé justement le modèle d'endogénéité et de commutation endogène, qu'on appelle communément le switching regression, pour essayer de contrôler tout ce qui est biais qu'on ne peut pas mesurer, et tout ce qui est biais d'hétérogénéité, biais d'endogénéité. Alors, avant de vous présenter ces résultats, il était important de vous présenter quelques caractéristiques justement des femmes constituant notre échantillon pour l'étude. Nous avons choisi le niveau d'instruction. Pourquoi? Parce qu'il était important de voir un peu la liaison entre le fait d'être instruite et le fait d'avoir recours à ces services de garde d'enfants. Dans l'ensemble, 42% des femmes que nous avons enquêtées nous ont déclaré n'avoir aucun niveau. Elles ont dit qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. Après, nous avons fait une analyse désagrégée en prenant le groupe de celles qui fréquentent les CACE et celles qui n'y fréquentent pas. Qu'est-ce qui ressort? On voit qu'au niveau des femmes qui ont recours aux services de CACE, 39% ont déclaré avoir au moins le niveau secondaire. Donc, celles qui ne sont pas véritablement instruites sont plus nombreuses au niveau du groupe de celles qui ne fréquentent pas. Donc, il faut dire que dans cette collecte de données, nous avons également, comme nous avons dit, fait la collecte de données qualitatives. Et là-bas, les femmes nous ont dit, par exemple, que, bon, une femme, normalement, son activité, c'est de s'occuper de son enfant. Alors moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois donner l'éducation de mon enfant à une autre personne que je ne maîtrise pas. Et ça, très souvent, c'était les femmes qui n'étaient pas du tout allées à l'école qui nous donnaient ce type d'informations. Et après cela, on a voulu voir quel était le type d'activité. Est-ce qu'elles étaient occupées ou pas? Est-ce qu'elles menaient une activité? Donc, dans l'ensemble, on a vu que près de 42% également avaient déclaré n'avoir pas d'activité, puisque de toute façon, elles sont à la maison, elles considèrent qu'elles n'ont pas d'activité qui leur permet d'avoir une rémunération.
Et lorsque nous avons fait l'analyse des agrégés, il est ressorti encore que c'est au niveau des femmes qui ne fréquentent pas les CACE qu'il y a une proportion plus importante. 45% des femmes qui ne fréquentent pas les CACE sont sans emploi. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces femmes? Elles disent qu'elles préfèrent prendre leur enfant, aller au champ, mettre l'enfant juste à côté et travailler. Elles sont plus rassurées que de laisser les enfants quelque part où elles n'ont pas les yeux là-dessus. Ça, c'est vraiment ce qu'elles ont dit. Par contre, lorsqu'on échangeait avec celles qui fréquentaient les CACE, elles nous ont dit plutôt qu'elles étaient encore plus rassurées parce que le fait de mettre les enfants dans une structure étatiques, puisque les CACE sont des structures étatiques, elles avaient plus confiance parce qu'elles estimaient que là-bas, il y avait des personnes assez formées pour les aider à garder les enfants. Et une autre chose encore qui est revenue, c'est qu'elles ont dit que quand les enfants reviennent de l'école, les enfants leur apprennent de nouvelles choses. C'est-à-dire que l'enfant vient à l'école, maman, aujourd'hui, j'ai appris ceci à l'école. Voici comment on salue à l'école. Donc, c'était vraiment un élément de satisfaction. Alors, après avoir présenté ces différents résultats sur le statut, on revient maintenant à notre résultat d'impact. Qu'est-ce qui a ressorti? Il ressort que comparativement aux femmes qui n'ont pas recours au CACE, celles qui ont recours au CACE voient le temps de travail consacré aux travaux domestiques réduit de près de 57%. Et ce résultat a été obtenu, comme je le dis, à partir d'outils vraiment de mesures. On a essayé de prendre tout ce qui était rigueur scientifique possible pour essayer d'avoir ces résultats. Donc, nous avons testé à plusieurs reprises, utilisé tout ce qui était algorithme d'évaluation pour être sûr que le résultat que nous obtenons est un résultat assez robuste. Alors, quelles autres conséquences nous avons vues? Sur la rémunération tirée de l'activité génératrice de revenus, on constate que comparativement à celles qui n'ont pas recours au service de garde d'enfants au CACE, ces dernières ont vu leur revenu issu de l'activité augmenter de près de 23%. Cependant, bien que les résultats soient assez positifs, au niveau du temps consacré au travail rémunéré, l'impact n'était pas significatif, bien qu'étant positif. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Quel est le message clé que nous retenons de ce résultat? C'est que le fait d'avoir aidé ces femmes à participer, à être dans les services, d'avoir des enfants dans les services de garde d'enfants, leur a permis de plus participer au marché du travail. Et qu'est-ce que cela a fait? Ça permet à ces femmes d'être plus dégagées, d'être plus à l'aise et de ne pas avoir cette inquiétude de laisser l'enfant sans pour autant être sûr que l'enfant soit surveillé. Une déclaration que nous avons gardée, que nous voulons partager avec vous ici, il y a un directeur de service de garde d'enfants qui nous a dit comme ça, il y a une dame qui a fait des jumeaux et son mari l'a abandonnée. Elle est venue nous voir avec les enfants et après concertation, on a décidé de prendre ces enfants en charge sans qu'elle ne paye 5 francs. Cette dame-là, aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes commerçantes de la ville. Et il était fier de nous dire cela. Il a dit combien de fois la femme se sentit bien. Et cette dame, nous avons échangé avec elle. Et voici ce qu'elle nous disait. Elle nous a dit comme ça que, étant maman de jumeaux, cette même dame, quand nous avons rencontré, quand mes enfants n'avaient pas encore l'âge, je souffrais beaucoup. Pour aller au champ, il fallait mettre l'enfant au dos, et l'autre au dos et l'autre à la poitrine. Et en plus, je portais le bagage sur la tête. Mais quand elle faisait le chant, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'après les résultats du chant, il fallait qu'elle aille vendre en fait. Et quand il y a eu les services de CACE, cela lui a permis d'être encore plus autonome. Alors, après avoir présenté ces résultats, quels sont les éléments et les implications de politique que nous pouvons formuler? Et comme nous avons dit, c'est vraiment un extrait
du travail que nous avons produit. Dans un premier temps, nous avons parlé d'un réseau de soutien à ces femmes. L'accroissement des investissements, parce que après avoir fait les investigations, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même quelques problèmes d'infrastructure. Donc, il faut investir là-dedans. L'idée est bonne, mais il faut bien terminer, il faut bien conduire ce programme. Également, la sensibilisation. C'est important parce que les normes sociales influencent beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont en tête que ces services de garde d'enfants sont réservés aux riches. Il y a d'autres qui trouvent que leur religion ne leur permet pas de pouvoir confier la garde de leurs enfants à d'autres personnes. Et enfin, nous avons proposé une subvention, un soutien financier à ces dames, à ces entrepreneurs qui veulent vraiment apporter en plus à l'activité économique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, professeur. Je pense que ça a été riche. Le ciblage était assez objectif, tenant compte des réalités des communautés, les distances, le manque d'accès à l'emploi et tout, dans le secteur informel, la situation des ménages. Je pense que ça nous a permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut retenir quand la situation est difficile pour les femmes, les choix qu'elles ont. Évidemment, il y en a qui ne veulent pas confier leurs enfants. Tout ça, on le met sous le coup du manque d'instruction et des limitations et des problèmes sociaux que nous avons dans notre région. Cela nous amène à vous féliciter, professeur, pour le travail aussi bien accompli, pour lequel nous souhaitons que le CRES partage le plus. Parce qu'une chose est de chercher, trouver, mais une autre chose est de partager. Je pense que les chercheurs ne m'en voudront pas parce que nous, on n'est pas capable de faire ce travail intellectuellement parlant, mais on a bien besoin des résultats pour s'en servir pour nos plaidoyers et pour des évidences avec lesquelles on peut influencer les décideurs. Merci beaucoup, professeur. Et ça nous amène au professeur Damien, qui va nous éclairer aussi sur son sujet. C'est la parité, hein, n'est-ce pas? On a 2 femmes, maintenant, c'est le tour des hommes. Professeur Damien, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je vais me permettre de vous emmerder un peu. Et vous allez me faire le plaisir de me supporter. Je vais demander à tous ceux qui veulent vraiment qu'on traite bien de la question des travaux donc non rémunérés se tiennent debout. S'il vous plaît. Ceux qui veulent. Depuis hier, on est assis. On mange, on vient s'asseoir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas perdre vos 10 minutes. Mettez-vous, s'il vous plaît, debout. Alors, on va écrire travail non rémunéré, tout simplement. Donc, on va croiser les bras, comme ça. Voilà, on va voir ceux qui doivent retourner au CP1. Alors, travail non rémunéré, c'est TNR. Donc, on va écrire T. T majuscule. Oui. On va écrire N. Professeur. T. Et on va écrire R. NR. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui doivent retourner au CPR. Merci beaucoup. Un peu de gymnastique. Bien. Alors, c'est un honneur pour moi. Ça, je m'étais présenté de venir à la suite des autres présentateurs, donner les résultats ou partager les résultats de recherche. Comme Béchot l'a dit, c'est une recherche menée ensemble et il y a beaucoup de résultats. Alors, étant économiste, je sais comment on adore les chiffres et les chiffres, comme Mme Sarr de l'ANSD l'avait dit, parfois ils sont bons, mais ils ne nous expliquent pas tout. Et pour un peu apporter un changement dans la dynamique, j'ai choisi
de présenter un volet qualitatif, mais vous allez le voir, qui permet d'allier les résultats qui ont été présentés sur le plan quantitatif. Alors, on est d'accord que l'éducation est un droit garanti, n'est-ce pas? Et depuis hier, il est démontré également qu'investir dans les services de garde réduit le poids des soins non rémunérés qui pèsent sur les femmes. D'accord? Donc, on retient, je rappelle que plus de 75% des travaux domestiques sont assurés par les femmes. Et ces travaux mobilisent la moitié de leur temps, de façon générale. Alors, lorsqu'on regarde les statistiques des institutions internationales comme le BIT, investir dans les services de garde d'enfants permet d'augmenter le taux d'emploi des femmes. Et donc, ce qu'on recherche, c'est qu'en réduisant, Béchot l'avait dit tout à l'heure, en cherchant à réduire les travaux domestiques non rémunérés, un des objectifs, c'est de permettre aux femmes de s'investir dans le marché du travail. On a fait un travail similaire, elle l'a dit tout à l'heure, investir dans les SGE, accéder aux SGE a comme impact une réduction d'environ 58%, c'était 57,8%, donc du temps de travail des femmes. Alors, dans une modélisation que nous avons faite, au milieu rural, diminuer 1 heure de temps de travail non rémunéré accroît jusqu'à 20% la probabilité pour une femme de ce milieu-là de s'engager dans une activité génératrice de revenus. Alors, si on part sur ce principe, les SGE devaient être un service universel. Tout le monde devait chercher donc à accéder à ce service-là, ou en tout cas, on devrait chercher les moyens de le rendre universel. Pourtant, dans le contexte du Burkina, lorsqu'on prend les 5 et 10 dernières années, le taux de préscolarisation n'a jamais dépassé 6%. Donc, c'est l'un des plus faibles taux que l'on a dans notre système scolaire. On s'est demandé alors quels sont les défis structurels qui entravent l'accès au SGE. Je pense que c'est l'ICAD qui l'a fait. D'une autre manière, c'était de chercher les déterminants. D'accord? Ici, notre objectif a été d'aller au-delà de l'analyse quantitative que nous avons faite, d'analyser donc l'offre et la demande de SGE en termes de caractéristiques, identifier les principaux facteurs de convergence et proposer évidemment des solutions de rapprochement. Nous remercions le CRDI parce que les données que nous avons utilisées proviennent donc du projet GROW aussi, et le travail a été fait en collaboration avec la CAPEC, et nous avons utilisé pour cela 2 sources principales, mais dans les résultats extraits que je vous présente, c'est surtout donc des données qualitatives qui ont été collectées à partir de guides d'entretien sur à peu près 300 cibles de qualité diverses. Alors, pour ceux qui connaissent le système d'analyse de ce type de données, ce qu'on appelle des analyses de contenu, il s'agit donc de faire un débriefing, un dépouillement des informations que l'on a, de les catégoriser, de les classifier et d'arriver en fin de compte aux grandes tendances en termes d'analyse. Donc, les facteurs qui nous ont intéressés ici, il y avait les questions donc, de taille des 2 composantes, le coût, la qualité, les perceptions, etc. Et donc, nous avons couvert 5 régions, pour cela, de 25 et 22 communes. Vous voyez, les points rouges, ce sont les régions qui ont été enquêtées au Burkina Faso. Alors, en termes d'offres, qu'est-ce qu'on a? On a 3 types d'offres, donc d'établissements, je parle là d'établissements, sont les maternelles et les garderies, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, qui sont ouverts aux enfants de moins de 3 ans. On a ce qu'on appelle les centres d'éveil et d'éducation préscolaire, privés ou publics, qui sont ouverts aux enfants de 0 à 5 ans. Alors, aujourd'hui, ils couvrent 70% des enfants préscolarisés. Et puis, en milieu rural,
nous avons ce qu'on appelle les Bisongo. Donc, ce sont les centres de garde communautaires. Les Bisongo, c'est dans notre langue locale, ça veut dire bon enfant en réalité. Okay? Alors, aujourd'hui, ces établissements permettent de couvrir à peu près 30% des enfants préscolarisés. Pour les modèles, nous avons deux types. C'est les modèles classiques que vous connaissez, comme les écoles, qui sont dans des quartiers, ou etc., et qui sont fixes, où vous pouvez aller déposer les enfants. Mais au Burkina, il y a d'un autre type de modèles en développement, ce sont les unités mobiles. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de chercher des voies et moyens pour diversifier même à l'interne ce type d'unité mobile. Donc, on parle donc d'établissements à accès multiple, mais c'est en cours de développement. Lorsque nous faisons l'analyse synthétique de nos entretiens, qu'est-ce qui ressort? Donc, vous avez une offre qui est en croissance, mais qui reste globalement faible. Donc, 14% en moyenne. Chaque année, nous avons une croissance en moyenne de 14% si l'on prend depuis l'année 2017. Donc, l'offre est quand même en train de s'établir, en train de grandir. Par contre, nous avons 1769 établissements pour 8000 villages. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le Burkina, il y a des communes entières, sinon des provinces entières, où vous n'avez aucun service de garde d'enfants qui vous est offert. Donc, il y a une grande disparité en termes de zones urbaines et zones rurales. Je pense que c'est ressorti dans certains cas. Et la zone urbaine, à elle seule, concentre à peu près 70% des structures préscolaires. Donc, le centre, la capitale, qui est à Ouagadougou, prend la moitié. Donc, si vous comparez à des zones comme le Sahel, il ne représente que 0,5% de ces structures-là. Donc, on peut dire qu'il y a des régions entièrement abandonnées. Il y a un manque criard d'infrastructures et d'équipements de qualité. Et lorsqu'on faisait nos analyses, aucun établissement ne respectait en fait les normes fixées par l'État. Alors, quand on regarde du côté de la demande, du fait de la prise de conscience, que ce soit les hommes, les femmes en milieu rural, il y a une forte demande, quelle que soit la zone. Et le taux de précolarisation des garçons et des filles, c'est à peu près les mêmes choses. Mais lorsqu'on fait le point, la quasi-totalité exprime ce besoin-là d'avoir des services de garde, même si les femmes sont conscientes de leur rôle dans la famille. Donc, on a une demande dont la solvabilité est acceptable en milieu urbain. Madame l'a dit tout à l'heure, même si c'est par snobisme, les gens arrivent quand même à aller payer pour avoir accès aux services de garde. Mais en milieu rural, la capacité est très faible. Pour exemple, j'ai parlé de Bisongo tout à l'heure. La scolarité est de 2500 francs par an et par enfant. Et c'est payable en nature. Mais je vous assure que dans les causeries, la plupart des femmes rurales, des hommes ruraux que nous avons rencontrés, jugent que c'est toujours inaccessible. Alors, donc nous avons également, du côté de la demande, une attitude limitée, enfin, une demande limitée par les attitudes. Ça rejoint ce que ma collègue a dit tout à l'heure sur les déterminants de la demande également. Donc, il y avait des coûts, vous voyez que ça rejoint un peu. Mais au-delà des attitudes, enfin, pour les attitudes, je n'ai pas cherché à quantifier, j'ai juste pris quelques exemples. Une bonne femme ne confie pas son enfant à bas âge à une personne inconnue. Ça, c'est une considération qui fait que même quand la femme a les moyens, même quand elle a la volonté, donc quand vous allez avoir des chiffres qui vous disent que l'accessibilité est faible et tout ça, vous regardez la femme, vous vous demandez pourquoi. En réalité, derrière tous les déterminants techniques que nous avons étudiés jusqu'à hier, il y a les déterminants non techniques
qui sont liés à nos traditions, à nos normes sociaux, qui font que quel que soit le moyen que vous donnez à la femme, elle risque de n'y être pas. Donc, je pense que c'est Flaubert qui le disait, il faut qu'on lutte en amont contre certains faits. L'enfant doit rester à la maison jusqu'à un certain âge. Si vous vous réveillez le matin et vous dites à votre mari, est-ce qu'on ne va pas inscrire le bonhomme là maintenant à l'école? Il dit non, il n'a pas encore atteint l'âge. Moi, mon papa m'a amené, j'avais déjà 7 ans. Pourquoi lui va aller à 5 ans? Donc, quand on fait les comparaisons entre les deux, en termes de voir s'il y a des critères de convergence, la seule convergence que nous avons pu identifier, c'est le besoin. Donc, du côté de l'offre, il y a la conscience de ce besoin, c'est pour ça qu'il y a l'ouverture. Du côté de la demande, il y a cette conscience de la nécessité, de l'importance. Mais le problème, c'est qu'au niveau du milieu rural, par exemple, l'éducation pour les femmes du rural, la plupart considèrent que tel que c'est fait, c'est un service public. Donc en réalité, ils n'ont pas besoin de payer, même les 2500. Et donc il y a un écart de philosophie entre la conception de l'offreur et celle du demandeur. Il y a le problème aussi de la concentration. Vous voyez qu'il y a l'étude quantitative qui a montré que la distance est un facteur déterminant. Mais en réalité, au-delà de la distance, c'est un problème structurel de concentration. Vous avez déjà les promoteurs. Lorsqu'ils veulent ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se concentre au même endroit. Et non seulement dans la capitale, mais en général dans le centre-ville. Même les périphéries sont mal distribuées en termes d'offres de services de garde d'enfants. Donc il y a un problème de concentration qu'il faut résoudre au-delà même de la perception de la distance. Et il y a la qualité. Vous voyez qu'ici, au niveau de la qualité, je ne me rappelle plus s'il y avait des déterminants qui ont été... Mais d'abord, l'une des qualités, c'est les horaires. Ça ne convient pas, par exemple, aux femmes du milieu rural. Parce que le Bissongo ouvre de 6h, 7h à midi. Il faut rechercher l'enfant le soir. Même en milieu urbain, le problème d'horaire se pose également. Il y a la sécurité, surtout pour la petite fille. Lorsqu'on discute avec les femmes, elles ont du mal à aller laisser leurs petites filles dans les structures de garde. Pour les garçons, apparemment, ça va. Bon, nous, on s'en fout de nous. Mais quand il s'agit de filles, le père ou la maman, vraiment, c'est difficile de laisser partir à l'école. Donc, lorsqu'on regarde ces caractéristiques, on en déduit que le marché des SGE reste faiblement inclusif et son organisation actuelle contribue à accroître les coûts d'accès au SGE, puisqu'il est concentrique, pour aller vite. Ensuite, la mauvaise qualité des infrastructures et des équipements limite l'utilisation des SGE, et la sécurité des enfants, surtout la petite fille, est un facteur clé. Et enfin, la pauvreté, on a parlé des coûts tout à l'heure, mais également la mauvaise compréhension des centres d'éducation en milieu rural pose également un énorme problème. Pour les réformes à venir, nous suggérons que les acteurs envisagent de concevoir une politique d'implantation des SGE afin d'inverser la tendance de concentration de ces services. Et nous pensons que, même sans ouvrir de nouveaux établissements, cela permettrait déjà de résorber, parce que, comme l'a dit, la distance, on va s'approcher un peu plus de la demande. Il faut renforcer la politique de soutien aux SGE communautaires, les services de garde, pour les permettre de mieux couvrir leurs besoins en infrastructure. Et cela pourrait se faire par des appuis directs conséquents, puisque c'est communautaire. Il faut également renforcer donc, les capacités des acteurs pour qu'ils puissent mieux expliquer, surtout en milieu rural, le bien fondé des SGE, l'utilité des 2500, etc. Et nous pensons que dans le cas spécifique des services de garde communautaire, cela pourrait permettre de redynamiser ce que nous appelons chez nous les Bissongo. Merci de m'avoir supporté. Bon. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ça a été didactique et pédagogique en même temps.
Nous avons fait un peu de sport, un peu d'instruction civique. Et nous avons été instruits scientifiquement par les analyses sur les terroirs que vous avez visités. Et les recommandations, évidemment, sont extrêmement pertinentes parce que si on veut aller de l'avant, il faut aller vers des infrastructures, il faut encourager les investissements. Ça, au moins, si on est d'accord là-dessus, ça peut nous permettre, en tout cas, de mettre à l'échelle les taux de fréquentation et les moyennes que nous avons en termes d'indicateurs pour les SGE, que vous venez de dire. En tout cas, cela sent l'expérience, monsieur le professeur, et nous sommes tout oui pour vous écouter. On allait pouvoir vous écouter davantage parce que c'est tout à fait instructif et pédagogique et on vous félicite. Et merci beaucoup. Et nous recevrons le dernier et pas le moindre pour qu'il puisse nous instruire au nom du CRES. C'est le nom qui m'a échappé, il faut m'excuser. Merci beaucoup, monsieur, de prendre la parole et de nous donner l'expérience du CRES à ce sujet. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis là pour vous présenter les résultats de notre étude qui a été réalisée grâce à l'appui du CRDI dans le cadre du projet GROW, qu'on déroule depuis bientôt 2 à 3 ans. Donc, nous voulons vous parler de l'utilisation, c'est-à-dire de l'effet de l'utilisation des centres pour la petite enfance. Ici, je n'ai pas voulu utiliser les mêmes thèmes que les autres. J'ai voulu ici utiliser centre pour la petite enfance parce que le thème service de garde peut amener quelques confusions avec des garderies que nous avons aussi au Sénégal comme une catégorie. Donc c'est pour ça, normalement, je parle ici de centre pour la petite enfance. D'accord. Donc nous voulons avoir maintenant l'effet de ces centres-là sur l'autonomisation économique des femmes au Sénégal. Donc, en termes de contexte, je reviens sur des éléments qui ont été communiqués ici depuis hier, à savoir, disons, les inégalités de répartition des travaux de soins entre les hommes et les femmes. Et cette inégalité est remarquée à travers tout le monde et avec une ampleur plus accentuée en Afrique de l'Ouest. Par exemple, au moins les femmes y consacrent jusqu'à 6 fois plus de temps que les hommes pour ces travaux de soins aux enfants. Au Sénégal, c'est environ, elles y consacrent jusqu'à 2 fois plus de temps que les hommes. Et pourtant, cette inégale répartition est due normalement aux facteurs socio-économiques, culturels surtout, tels que, par exemple, la culture, etc. Cette prépondérance des travaux que supportent les femmes constitue pour elles un blocage à la participation aux autres activités. Et quand on parle d'autres activités ici, on ne se résume pas seulement aux activités économiques, mais aux autres activités telles que le loisir ou bien ses soins personnels, etc. D'accord. Et pourtant, par rapport à ça, il y a des solutions qui existent. Et depuis hier, on en a parlé. Il y a par exemple des solutions pour réduire normalement le temps, la cuisson, ou bien par rapport à l'eau, pour aussi diminuer la pénibilité. Mais ici, je vais m'atteler normalement sur la solution qui est relative au centre pour la petite enfance, qui, comme on le sait normalement, a plusieurs avantages. Excusez-moi. Donc, qui a plusieurs avantages, notamment, ça permet de renforcer, disons, les capacités
intellectuelle et, donc, et cognitive des enfants. Ça permet également, lorsque on investit dans ce secteur, ça permet aussi de créer, disons, des emplois, comme l'ont dit certains prédateurs ici. Et puis également, ça permet également à l'État de pouvoir engranger aussi des ressources normales grâce aux taxes qu'il pourrait y faire là. Mais néanmoins, on remarque que les facteurs socio-économiques, tels que je l'ai dit, qui sont relatifs au coût, à la qualité et aux services offerts, constituent normalement des freins normaux par rapport à l'accès à ces services. D'où maintenant, pour nous, on se pose deux questions essentielles. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui affectent l'utilisation des services pour l'habitat en France et quel effet cette utilisation peut induire sur l'autonomisation économique des femmes au Sénégal. Donc, et en termes d'objectifs normaux, donc nous voulons évaluer l'impact que susciterait normalement l'utilisation des services pour l'habitat en France sur l'autonomisation économique des femmes et de manière spécifique identifier les facteurs qui influencent, c'est-à-dire positivement comme négativement, l'accès des ménages à ces centres, et puis en déduire après maintenant l'impact de l'utilisation de ces services sur l'autonomisation économique des femmes et sur chacun de ces domaines. Ici, il faudra dire que ici, nous, dans notre analyse de l'autonomisation, nous avons considéré jusqu'à 6 domaines de l'autonomisation, parce que c'est un concept normalement assez large, d'accord, qui brasse normalement assez de domaines. En termes de méthodologie, d'abord, les données que nous avons utilisées proviennent d'une étude à envergure nationale qui a couvert 1448 ménages, incluant ceux qui utilisent les CPE comme ceux qui n'en utilisent pas. Quand je parle de CPE, c'est les centres pour l'habitat en France. D'accord? Et puis ça inclut également les établissements que les femmes qui utilisent fréquentent. Donc, en voulant faire notre évaluation, on prend en compte ceux qui fréquentent et ceux qui ne fréquentent pas, et on va voir maintenant quelle est la différence normale en termes d'autonomisation. Et l'autonomisation économique, comme je le disais avant, donc ça a couvert 6 domaines, notamment nous avons pris en compte la productivité et la compétence. Par exemple, le contrôle sur l'accès des actifs, donc ça dit comment, ça dit participation au prêt, ou bien quel actif il a, actif financier ou physique, et emploi et revenu, la responsabilité et décision et dans le ménage, normes du genre et aussi allocation du temps. Donc, si on examine normalement, on verra que les domaines incluent aussi bien les domaines économiques que les domaines normaux qu'on peut qualifier de culturels. Donc, nous allons voir l'effet que cette fréquentation normale aura sur chacun de ces domaines dans les slides à venir. Pour maintenant faire cette analyse, nous avons d'abord commencé par, parce que nous savons que ces deux populations normales qui sont hétérogènes, par d'abord les apparier à travers le modèle PSM, d'accord, pour avoir normalement disons, deux populations comparables. Ensuite, maintenant, nous avons utilisé le modèle de régression, le modèle de régression et le sushi modèle, parce que normalement, il a des avantages, comme l'a dit normalement, un administrateur. Donc, pour pouvoir d'abord évaluer, pour identifier d'abord les facteurs qui influencent la participation ou l'utilisation des CPE, et après, maintenant, pour évaluer également l'impact normalement de l'utilisation des CPE sur l'autonomisation économique des femmes. En termes de résultats, nous commençons d'abord par analyser la situation du pays en termes d'autonomisation économique. Et à ce sujet, il y a une définition qui nous a le plus attiré pour pouvoir mieux caricaturer ce qu'on peut entendre par autonomisation économique. Et il nous vient de Eiben, et c'est en 2008 qu'il l'a fait. Donc pourquoi ça nous fait là? C'est une définition qui est holistique, dans la mesure où il prend en compte aussi bien les hommes que les femmes. Mieux, il prend en compte les populations les plus fragiles, à savoir les pauvres. Et puis, enfin, maintenant, il fait intervenir maintenant
des concepts normalement qui ne sont pas économiques dans la négociation, à savoir la dignité qu'il faut reconnaître dans les trucs là. Donc ça, c'est par rapport à la définition. Maintenant, qu'en est-il maintenant de la structure normale du Sénégal en termes d'autonomisation économique, ou du moins par rapport à nos deux populations normales qui utilisent, qui n'utilisent pas, et qui ont des enfants de moins de 6 ans. Donc, nous remarquons que, pour la plupart, les femmes ne sont pas autonomes. Et cette autonomisation normale a été mesurée en mettant une ligne minimum de 0,67 comme le minimum, pour un indice qui varie de 0 à 1. Donc, ceux qui ont plus de 0,67 sont qualifiés d'autonomes, ceux qui en ont moins sont qualifiés de non autonomes. Et cette autonomisation normale a été calculée avec un indice composite, comme je l'ai dit, qui inclut 6 domaines. Et chacun des domaines comprend plusieurs variables qui sont autres que économiques. Bon, maintenant, autre résultat que nous avons, on remarque également que les femmes autonomes sont essentiellement celles qui utilisent les centres pour la petite enfance. Donc, en termes de statistiques, donc on a 90,5% normalement pour celles qui n'utilisent pas, contre 70,1% pour celles qui utilisent. Et on remarque également que les femmes autonomes, qui sont autonomes, sont les femmes qui sont autonomes vivent essentiellement en milieu urbain, tandis que celles qui ne sont pas autonomes vivent en milieu rural. Le second résultat essaye maintenant de mesurer exactement les impacts qu'ont ces services pour la petite enfance normalement sur l'autonomisation économique des femmes. Et comme je vous l'ai dit, nous avons évalué cet impact normalement en prenant en compte l'autonomisation au global, mais également les 6 domaines. Qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que normalement, l'utilisation des services, des centres, des CPE, augmente d'environ 10% l'autonomisation des femmes. Donc, ce qui confirme les résultats normaux qui sont expliqués souvent dans la littérature. Maintenant, mieux, ça nous montre également que ça impacte les 6 domaines, mais de manière différenciée. Mieux encore, ça nous montre que l'impact est plus grand par rapport aux domaines qui tendent vers le domaine et qui ont une connotation économique. Par exemple, l'accès aux actifs, par exemple, emploi revenu, par exemple également, la productivité et la compétence. Par contre, ça a un effet moindre sur les domaines que je peux qualifier de culturels. Par exemple, normes du genre, par exemple également la responsabilité dans la décision. Donc, ces impacts sont assez faibles par rapport aux domaines qui sont non économiques. Donc, ça, c'est le premier résultat que nous avons tiré. L'autre résultat, ça c'est en comparant normalement les ménages qui utilisent les CPE et ceux qui n'en utilisent pas. Bon, maintenant, l'autre résultat qu'on a encore tiré, c'est que cette fois-ci, maintenant, on s'est focalisé uniquement sur les ménages. Ok, d'accord. Donc, cette fois-ci, maintenant, on s'est focalisé sur les ménages qui utilisent les CPE. Donc, et on a vu qu'avec eux, plutôt, c'est le secteur privé et en l'occurrence, normalement, les crèches qui ont plus d'impact par rapport aux services et par rapport normalement à l'utilisation des CPE. En revanche, normalement, le service public normalement, a un impact très faible. Donc, ici, nous avons essayé de voir normalement quels sont les facteurs qui favorisent ou qui retardent normalement, quels sont les facteurs normalement qui influencent positivement ou négativement. Donc, on voit que normalement, il y a les coûts, il y a les aspects culturels et puis tout ça. Maintenant, que retenir? Donc, on a déjà les enseignements clés normalement, c'est que les CPE augmentent l'autonomisation économique des femmes, d'une part, et les facteurs socio-économiques qui favorisent normalement sont essentiellement liés aux caractéristiques du CM, au niveau de vie du ménage, à la zone de résidence, ainsi que la structure du ménage. Et nous avons également vu que les structures privées normalement ont un impact positif, tandis que ceux qui sont publics normalement ont plutôt un impact négatif, surtout quand il s'agit de l'allocation du temps.
peut-être en termes de recommandations, c'est déjà revenu normalement dans beaucoup de trucs là, donc je passe. Maintenant, pour dire que, bon, en fait, c'est un travail qui est en cours et nous comptons introduire dans le modèle également l'aspect qualité de service. Qualité de service maintenant pour lequel normalement on va aborder en deux sens. C'est-à-dire un indice d'abord qui est global et un indice maintenant qui va prendre normalement 6 domaines qui ont été identifiés par l'UNESCO, à savoir par exemple le jeu, la pédagogie. Donc ça dit que ça prend en compte le fonctionnement d'abord des structures comme l'interaction normale qu'il y a entre les acteurs qui entrent dans le structure. Et ça permettra de mieux faire des recommandations qui permettront de mieux aider les femmes à réduire le temps de travail. Je vous remercie. C'était aussi instructif que les précédents. Évidemment, pour le Sénégal, on peut demander dans quelle zone peut-être les études se sont plus focalisées, même si on a le ciblage global. Est-ce que c'est tout le territoire que ça a couvert? Comment le ciblage territorial a été fait? Et catégoriellement parlant, vous avez précisé les ciblages. Mais là, on peut se demander, puisque vous êtes en cours, on peut se permettre de vous le dire, comment vous avez géographiquement installé votre étude et l'analyse en fonction des disparités qui existent aussi au Sénégal, comme on le sait. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure au Burkina, c'est valable aussi pour le Sénégal. Les disparités géographiques entre les zones urbaines et les zones rurales. Vous le constatez, nous sommes vraiment au-dessus du temps qui devait être imparti à ces travaux. Cela n'empêche qu'on va prendre 2 ou 3 questions, si vous le permettez, mais vraiment des questions. On ne demande pas de nouvelles communications. Comme certains ont tendance à faire, ils demandent la parole pour présenter une communication. On demande des questions ou des éclairages. À l'heure où nous sommes, malheureusement, on est obligé de procéder de la sorte. Si quelqu'un a le micro, juste pour 2 à 3 personnes, et puis on va aller vers la conclusion de la session. Professeur, de ton côté, il y a des doigts qui se lèvent? Merci beaucoup. Oui, allez-y directement. Merci beaucoup. En vous présentant, bien sûr. Il faut m'excuser. Allez-y. Merci, Madame la modératrice. Je m'appelle Mamkono Joy et je suis chargée des programmes enfants au niveau de la RADDHO. J'avais 2 questions par rapport surtout à la dernière présentation, où on nous parle des CPE, du secteur privé, où on note de meilleurs résultats sur l'autonomisation des femmes. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Pourquoi est-ce que justement dans ce secteur, on a ces résultats-là relativement au secteur public? Et dans l'analyse de la qualité des services, est-ce que ça a été fait sur la base des normes et standards en termes de protection de l'enfant? Parce que quand même, on ne peut pas parler de centres de garde d'enfants sans pour autant faire référence aux normes et standards qui sont définis en matière de protection de l'enfant. Je vous remercie. Merci, Kouna, c'est très clair. La deuxième et avant-dernière personne, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est ici. Moi, c'est Eli Padonou. J'ai des questions par rapport à la présentation qui a montré la relation entre le revenu et les services de garde. Ça a montré que quand le revenu augmente, par exemple au Burkina, le service de garde informel augmente. Mais les recommandations qu'elle a présentées n'ont pas abordé le service de garde informel. Est-ce qu'il faut décourager le service de garde informel ou traditionnel et pourquoi? Et cela aussi va dans le même sens que celle qui a présenté sur les CACE. C'est un modèle formel. Il y a une distance de 15 km qui a été respectée entre les 2 sites. Mais est-ce que là où il n'y a pas les CACE, il n'y a pas des formes traditionnelles de garde d'enfants? Parce que tant qu'on ne va pas reconnaître aussi
ces pratiques traditionnelles, il serait difficile d'accompagner les femmes rurales qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas un niveau d'instruction, donc sont plus craintifs d'utiliser les services de garde formels, alors que traditionnellement, il y a des méthodes qu'on peut valoriser et faire des recommandations. Au Bénin, actuellement, il y a un projet qui s'inspire de ce modèle-là pour accompagner les jeunes filles qui ont d'enfants, qui sont dans des formations professionnelles ou qui sont à leur propre charge, à laisser les enfants auprès des mères expérimentées et pouvoir continuer leur activité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Ça s'adresse à deux de nos intervenants, je pense. Ils ont bien pris note. Et le troisième et dernier intervenant, s'il vous plaît. Merci. Je suis Mme Yapo Agora Aramata, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et anciennement, je suis conseillère technique, mais anciennement, j'étais la directrice coordonnatrice de tout le préscolaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais féliciter les chercheurs parce que nous avons besoin des études, des résultats de recherche pour influer, pour au moins impacter l'accessibilité de ces structures-là et faire en sorte que les décideurs prennent en compte enfin comme on appelle l'investissement dans la petite enfance, dans la prise en charge de la petite enfance pour qu'on aille véritablement à l'autonomisation de la femme. Depuis 2 jours, on en parle, l'année dernière, on en a parlé, et je pense que ce colloque est une tribune importante pour qu'on y aille. Et de plus en plus, je crois qu'il faut inviter les décideurs à ce colloque-là, pour qu'ils viennent entendre. Nous discutons entre nous, mais il faut qu'ils entendent ce qui se passe ici. L'accessibilité est de plusieurs ordres. Bon, en Côte d'Ivoire, ce que je sais, les femmes sont plus réceptives aussi en milieu rural. Parce que de plus en plus, nous sommes à plus d'1 millier de structures préscolaires dans la zone rurale, avec 2 ministères sectoriels. On parle du coût, mais c'est la paupérisation qui fait qu'on a l'impression que les tarifs sont très élevés. Également, ces enfants-là, en allant au champ, les femmes même sont conscientes qu'en allant au champ avec les enfants, on les expose aussi à beaucoup de facteurs. Hier, j'en ai parlé. J'ai donné un exemple dans mon village ce qui s'était passé. Ces enfants-là sont où elles vont avec les enfants, où on laisse les enfants à la surveillance de d'autres enfants qui ont besoin d'être éduqués. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre accessible? Même en ville, on a les mêmes problèmes. Il y a des parents qui te disent qu'ils ne comprennent pas l'importance du préscolaire. Mais si c'est pour aller payer, pour que l'enfant aille jouer, dormir, ce n'est pas la peine. Mais quand l'enfant s'en va jouer, elle ne sait pas, ces parents-là ne savent pas que les enfants sont en train de se sociabiliser, de s'éveiller et d'être éduqués. Merci beaucoup. Alors, il faut mettre d'autres services autour de ces structures. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de développer l'éducation parentale pour la parentalité positive autour de ces structures. Et également développer les AVEC. Parce que c'est la femme qui paye. On dit que c'est l'homme s'en va travailler pour subvenir aux besoins de la femme. Mais on oublie aussi très souvent que la femme a beaucoup de dépenses sans visage. Merci beaucoup. Là, on va être obligé de retourner vers les panélistes à l'ordre où ils avaient présenté. Je pense que chacun d'eux a pris note et que, à mon niveau, je pense que tout ce qu'ils ont présenté, c'est des modèles de garde d'enfants qui sont diversifiés, présentés différemment, avec des contextes différents, des ciblages différents, mais qui vont tous vers l'autonomisation des femmes. Et nous avons compris maintenant et nous acceptons, grâce aux chercheurs, que le temps, c'est aussi de l'argent dans la famille. On le disait, on pensait que c'est dans le business seulement que le temps, c'est l'argent. Mais dans la maison aussi, le temps,
c'est l'argent. Garder les enfants, si on arrive à faire autre chose de productif pour s'autonomiser, encore qu'on peut beaucoup épiloguer sur le sujet qui me fascine le plus, l'autonomisation des femmes sous plusieurs formes. Ce n'est pas seulement financier, on pouvait avoir le temps d'en beaucoup parler. Malheureusement, il nous faut conclure parce que aussi il fait tard. Je m'avais donné à Joséphine la parole si elle pense devoir répondre à certaines interpellations. Et on va faire le même tour que tout à l'heure. Vous avez la parole, Joséphine. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Par rapport à la question qui m'est adressée, je vais dire qu'il n'est pas question de dire de façon drastique qu'il faut supprimer les services de garde informels. Mais si nous sommes rassemblés dans ce colloque, c'est pour une marche ou pour booster le processus pour l'autonomisation économique des femmes. Ça veut dire qu'on vise un idéal. Et on a les travaux précédents depuis hier jusqu'à cet instant montre bien que les femmes sont plus nombreuses dans le secteur informel. Aussi, le fait on ne peut pas encourager la garderie informelle, d'autant plus que les études ont démontré que les enfants qui sont dans les garderies informelles ont des capacités inférieures à ceux qui sont dans les garderies formelles. Je veux parler du capital humain, c'est-à-dire en termes d'éveil, en termes des enseignements. Et d'ailleurs, dans les résultats que j'ai présentés, on a bien trouvé que la qualité de l'enseignement était l'un des principaux déterminants du choix du type de service de garde. Et aussi, pour le cas du Burkina Faso, l'assisté ici était quasiment constant. Donc, c'était autour de 1,002, ce qui montre que ça ne varie pas plus que proportionnel lorsque le revenu des ménages de la classe moyenne féminine augmente. Donc, certes, la demande de la garde informelle augmente et cela peut s'expliquer par d'autres facteurs comme le contexte socio-économique. Le contexte socio-économique, c'était déjà avec les mentalités dont a parlé le professeur tout à l'heure, mais aussi on cherche à encourager l'État et le secteur privé dans l'implémentation ou la mise sur pied des structures de garde formelles qui vont permettre de garantir une meilleure qualité en termes de capital humain des générations futures en vue de booster globalement la croissance et le développement du pays, y compris principalement l'autonomisation économique des femmes qui sont appelées à être plus nombreuses dans le secteur formel que dans le secteur informel. Merci. Merci beaucoup, Joséphine. Le message est bien compris. Investir dans la formation des bouts de choux, comme on a l'habitude de dire, mais c'est un intrant dans le capital humain. Un intrant extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des gardes du secteur informel, parce que là où il n'y a pas le formel, on ne peut pas chasser l'informel. C'est un problème de contexte aussi. Quand tu vas dans mon village, tu veux instaurer quelque chose de formellement formel, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on apprenne aussi à adapter nos propositions dans des espaces comme ça. Ça nous permet de pousser les chercheurs à regarder là où souvent les gens ne regardent pas beaucoup, et pour donner en tout cas des propositions qui sont adaptables. Mais en tout état de cause, les décideurs, qu'ils soient du secteur privé ou de l'État, doivent apprendre davantage à comprendre que l'autonomisation des femmes ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec beaucoup d'intrants, beaucoup de matières, beaucoup de matériaux, beaucoup de choses, sur lesquelles le CRES, en tout cas, nous a beaucoup alimenté depuis hier. Et ce n'est pas fini. Il me semble que nous avons compris que c'est un commencement qu'il faut approfondir, parce que moi, c'est la deuxième fois que j'en parle avec le CRES et je n'ai pas suffisamment fini d'analyser et de comprendre. Évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence que les professeurs qui nous entourent. Il faut nous excuser. Madame Mochou, vous allez aussi... Je pense que vous avez été interpellée très rapidement. Et rapidement. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, j'aimerais vous rassurer sur le processus d'évaluation. Dans le questionnaire, on a demandé aux femmes
si c'était elles-mêmes qui s'occupaient des enfants ou bien elles avaient une aide. Si elles ont une aide, quel type d'aide? Sont les grands-parents ou bien les voisins et autres. Et donc, celles qu'on a utilisées pour l'analyse, c'est celles qui ont dit qu'elles s'occupaient elles-mêmes des enfants. Alors, donc, on les a utilisées et il y a celles qui nous ont dit qu'elles avaient accès, elles utilisaient les CACE. Donc, c'est avec ces deux catégories-là que nous l'avons fait. Mais il y a un autre travail que nous sommes en train de mener sur justement ces gardes informels. Parce qu'effectivement, lors de la collecte de données, nous avons eu aussi ces éléments. Donc, je pense que quand on va finir de faire l'analyse, on pourra mettre à disposition. Une autre chose que je voudrais préciser, c'est que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons fait 2 passages. Nous avons fait 2 passages pour pouvoir voir dans le temps qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans un premier temps, nous avons collecté les données pendant les vacances. Après, nous avons collecté les données à la rentrée, pendant que les enfants étaient dans les CACE. Donc, je pense que quand ces résultats seront disponibles, bien sûr, avec l'appui du CRDI, on va pouvoir mettre à disposition ces résultats. La dernière chose que je voudrais dire, je suis ici avec le professeur Aoré Alban, qui est le directeur de la CAPEC, qui est celui-là même qui a coordonné vraiment toute cette activité avec le professeur Kimon. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais je tenais quand même à mentionner cela pour dire que ce travail a été fait vraiment avec les éminents professeurs et des chercheurs. Et donc, c'est des résultats avec vraiment beaucoup de sérieux que nous avons essayé de vous présenter. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est bien noté. Professeur Damien. Je n'ai pas été particulièrement interpellé, donc je suppose que ça a été clair. Par rapport à l'impact, il faut dire que sur le plan quantitatif, on a défini en fait une approche d'accès, une approche d'utilisation. Et donc, dans les catégories d'utilisation, il y en avait 2. Donc, ce sont les zones où il y a les services de garde qui sont utilisés. Donc ça, c'est une catégorie. Il y a la catégorie de personnes qui sont dans les zones où ça existe mais qui n'utilisent pas. Et puis, il y a une 3e catégorie de personnes qui sont dans les zones où il n'y a pas du tout de services d'accès. Donc, c'est quand même une catégorisation complexe qui a été faite pour arriver à ce résultat-là. Je le dis parce que, bon, comme l'a dit, la recherche est faite en coopération donc avec la CAPEC et ça a été la même procédure. Donc il y a l'accès et l'accès utilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est clair davantage et vous remercions. De CRES, monsieur Zone. Ok, d'accord. Okay, merci. Donc, j'ai été interpellé sur les normes. Effectivement, lorsqu'on dressait le questionnaire, on avait eu accès aux documents des normes en matière des CPE au Sénégal. Donc, ça nous a permis de collecter l'ensemble des variables nécessaires pour pouvoir évaluer la qualité. Ça, c'est d'un. Maintenant, en ce qui concerne les résultats, normalement, si vous suivez notre démarche, d'abord, nous évaluons à travers une démarche un peu globale. Par exemple, dans notre cas, il y a un indicateur global, mais après, maintenant, on rentre dans les domaines pour pouvoir analyser. Donc, le fait que, ce qui explique en grande partie le fait que le public normal est moins performé, c'est beaucoup plus normal le domaine lié à l'utilisation du temps. Si vous savez, normalement, contrairement au privé, dans le public, normalement, c'est 4 heures ou maximum 5 heures de temps par jour. Donc, ça ne permet pas aux femmes de mieux faire cela. Donc, au contraire, ça les stresse et bon davantage. Donc, ça fait partie même des recommandations que nous avons eu à faire par rapport à ce domaine-là. Donc, voilà ce que je peux dire normalement par rapport à ce résultat. Merci. Il nous reste à applaudir les panélistes.